Ah, salut Asia, j'espère que tu vas bien. Salut Myriam, j'espère que tu vas bien en ce samedi en fin de matinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à tapoter si vous êtes déjà connectés, ça nous permet d'atteindre et d'atteindre plus de personnes qui pourraient être intéressées par ce live. Donc voilà, n'hésitez pas à tapoter. N'hésitons pas à tapoter tous ensemble, si je peux dire ça comme ça. Salut Henri. Aujourd'hui, le thème que j'avais envie de discuter avec vous, c'est le thème autour du placeholder dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, dans une relation de mariage, parce que c'est une position que l'on retrouve en fait à n'importe quel niveau de relation, même dans même dans les relations les moins importantes, jusqu'aux relations les plus importantes comme la vie de couple, vous pouvez être considéré comme une placeholder. Alors, pour commencer, déjà, qu'est-ce que ça veut dire placeholder en anglais, si vous avez reconnu? Un placeholder en anglais, on pourrait le traduire en français par un remplaçant. C'est une personne qui remplace une autre, d'accord? Littéralement, vous êtes en fait une personne qui tient une place, vous êtes une personne qui tenait une place, pardon. Vous tenez une place, vous êtes une personne qui occupait une place en attendant qu'elle soit en fait occupée par la vraie personne qui est censée être concernée et à qui est vraiment dédiée cette place. D'accord? C'est pour ça qu'on pourrait traduire ça comme par remplaçant. On pourrait aussi le traduire par un bouche-trou. C'est ça aussi la signification du placeholder. Vous êtes un bouche-trou. Vous êtes aussi une personne de transition. D'accord? C'est ça aussi la situation d'une placeholder. Vous êtes une personne de transition, vous êtes un bouche-trou, vous êtes une remplaçante. Et en fait, je vais vous expliquer en fait à quoi ça sert et vous expliquer aussi les différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver comme étant un placeholder, comme étant un remplaçant, comme étant un ou une bouche-trou. Alors déjà en fait, on a vu la définition, on a vu en fait ce que littéralement ça veut dire. Et pour continuer en fait dans cette lancée-là, ça veut dire en fait tout simplement que la personne qui vous utilise, elle n'est pas totalement honnête avec vous. La personne qui vous utilise comme son placeholder, elle n'est pas et elle ne sera jamais vraiment honnête avec vous. Dans les mots, dans les termes et dans, on va dire, la considération qu'elle va vous donner. Par contre, elle sera honnête avec vous dans les actions qu'elle va poser. Elle sera honnête avec vous en fait dans tout ce qui concerne en tout cas son attitude. Et c'est là où vous devez en fait être vigilante ou vigilant
pour savoir en fait, pour savoir lire entre les lignes, pour savoir interpréter aussi les comportements de cette personne. C'est là où en général votre intuition va vous parler, c'est là où en général votre discernement aussi va vous parler. Elle ne sera la personne qui va vous utiliser en fait comme un placeholder, sait que vous êtes un placeholder. Elle ne va pas forcément vous le dire, mais involontairement, elle va un peu vous le faire comprendre. Parce que quand une personne vous considère comme un remplaçant, comme un bouche-trou, l'intérêt qu'elle vous porte n'est pas la même que l'intérêt qu'elle porte à une personne qu'elle considère vraiment à 100%. Et pourquoi est-ce que vous êtes en fait un bouche-trou, un remplaçant? Parce que en fait, la personne n'est pas encore tombée sur la bonne. La personne estime que vous n'êtes pas la bonne. D'accord? C'est une décision subjective de la personne par rapport à vous. D'accord? La personne n'est malheureusement pas encore tombée sur la bonne personne et en fait, elle estime qu'en attendant de trouver cette personne, vous êtes celle avec qui elle va passer du temps. Vous êtes la personne avec qui elle va coucher. Vous êtes la personne qu'elle va utiliser comme un espèce de pansement, comme un espèce d'entremets, d'accord? Vous êtes un en-cas, vous êtes une solution de rescousse, hein, vous êtes un support émotionnel, vous êtes aussi un doudou affectif, vous êtes aussi un doudou physique, si vous voyez ce que je veux dire, qu'une personne va utiliser en attendant que la bonne personne, que son cœur, que son intuition, que ses sentiments considéreront comme la bonne pour lui ou pour elle. Alors évidemment, c'est une position qu'il faut éviter. Alors évidemment, c'est une position qu'il ne faut pas avoir dans sa vie. C'est une position qu'il est fortement évité d'occuper. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous occupez une place en tant que bouche-trou, comme je vous l'ai dit hier, ce n'est pas tant de la faute de la personne. D'accord? Ce n'est pas tant de la faute de la personne. Ce n'est pas juste à cause de la personne qui vous utilise. C'est aussi de votre responsabilité. Si vous occupez une place en tant que bouche-trou, c'est aussi de votre responsabilité en fait. Il en va de votre responsabilité, il en va de votre intuition, il en va aussi de votre estime de vous, il en va aussi de votre discernement, il en va de votre confiance en vous, il en va aussi du niveau de votre self-love. Parce que si tu occupes une place en tant que placeholder, si tu occupes une place en tant que bouche-trou, si tu occupes une place en tant que un entrecas, un entremets, c'est une place que toi, tu auras décidé d'occuper consciemment et aussi inconsciemment. C'est une place en fait qu'on choisit d'occuper parce qu'on sait tous à un moment donné qu'une personne ne nous considère pas comme nous on la considère. Et on choisit en fait volontairement de rester pour différentes raisons. Mais la première raison, c'est que vous ne vous estimez pas suffisamment méritant et méritante pour vous dissocier de cette personne, pour vous séparer de cette personne, pour mettre fin à cette relation, pour vous diriger vers la certitude que la bonne personne pour vous viendra et vous traitera comme elle devrait vous traiter, et notamment comme vous aimeriez être traité. Parce que tous les comportements abusifs que l'on accepte, ça part aussi du fait que vous ne vous estimez pas digne d'être traité correctement. Donc c'est un choix, donc c'est une volonté, c'est en quelque sorte en fait une condamnation personnelle, subjective que vous faites face à la personne que vous acceptez comme étant votre bourreau, parce qu'on accepte toujours le traitement d'une personne, même s'il est mauvais. On est toujours un tout petit peu responsable, notamment en amour. Parce qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force physique, il n'y a pas de force
si, il y a de la force mentale, mais il n'y a pas d'obligation par les armes qui sont utilisées dans ce type de relation. Donc il y a une acceptation, il y a une forme de soumission malsaine. Donc il en va aussi de votre responsabilité, parce que si vous acceptez cette place, c'est que en fait vous traduisez un manque d'estime, vous traduisez un manque d'amour-propre, vous traduisez un manque de conscience, de bonne conscience par rapport à la manière avec laquelle vous souhaitez être traité. C'est comme si en fait vous étiez un maso. Voilà. Vous voyez un peu tous les fantasmes et toutes les pratiques un peu intimes où effectivement on demande à l'autre de nous insulter, on demande à l'autre un peu parfois d'user un peu de la force. Hein. C'est un peu la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que là on n'est pas dans un échange de consentement voué à une intimité qui est partagée et dans lequel on ressent du plaisir. On est en fait dans un traitement relationnel qui nous fait mal, mais qu'on décide d'accepter, même si de manière objective, ce n'est pas une position à occuper. Vous êtes un peu une espèce de maso en fait. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas de plaisir sexuel, il y a juste un plaisir, voilà, un plaisir qui est en fait une douleur qui traduit en fait un manque d'estime et une volonté de ne pas être estimé parce que vous ne vous estimez pas vous-même. Quelles sont en fait aussi les différentes situations, quels sont les différents cas où vous êtes un bouche-trou, où vous êtes en fait où vous êtes une personne qu'on utilise en attendant que, et où vous avez accepté d'être utilisé comme une personne en attendant que. La première situation, c'est évidemment quand vous êtes un sex friend. Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes dans une relation de sex friend, vous êtes forcément utilisé comme un placeholder, mais en tout cas, la majorité, beaucoup de relations de cet ordre, vous l'êtes. Parce qu'il n'y a pas... il y a en tout cas un désir, et je vous invite fortement à aller voir sur YouTube ma vidéo où je parle effectivement de la relation de sex friend. Vous êtes utilisé en fait juste à des fins physiques. Vous êtes utilisé juste à des fins de doudou physique. Hein. Vous êtes des adultes, vous savez très bien de quoi je parle. Et en fait, si vous ne restez pas suffisamment vigilant, si vous ne restez pas suffisamment éveillé, si vous n'utilisez pas votre discernement, et si, comme la plupart du temps, vous refusez d'écouter votre intuition, vous allez laisser une personne bénéficier de vous à votre détriment. D'accord ? Qu'est-ce qu'on remarque souvent dans cette situation de sex friend et dans toutes les autres situations que je déclinerai après ? On remarque qu'il y a toujours un déséquilibre, d'accord ? Un déséquilibre dans ce que j'ai expliqué, dans le fait qu'effectivement on a un bourreau et une victime, sauf que la victime elle est consentante, d'accord ? Et on remarque souvent aussi dans cette situation, on remarque aussi en fait qu'il y a un déséquilibre d'un point de vue émotionnel, évidemment. Bah oui, il y a un déséquilibre émotionnel parce que en fait la personne qui est utilisée, d'accord, la personne qui est le bouche-trou, qui ne le sait pas mais qui implicitement l'a accepté, est émotionnellement en fait dépendante de l'autre. La personne est souvent amoureuse, ou en tout cas elle se croit amoureuse parce qu'elle prend l'attrait physique qu'elle ressent pour cette personne pour un sentiment d'amour.
elle ne se rend pas compte en fait que ce sentiment physique, cet attrait physique est masqué par un lien traumatique. Parce que quand vous êtes dans une situation où vous êtes utilisé comme un bouche-trou, vous êtes en fait dans un lien traumatique. Vous êtes en fait dans un lien qui vous ramène forcément à un trauma lié à l'enfance, à la négligence émotionnelle, à la négligence physique, à l'absence d'un des parents. Et donc vous essayez en fait de prouver dans votre vie d'adulte quelque chose que votre parent, que vos deux parents n'ont pas réussi en fait à nourrir dans votre enfance. Vous recherchez en fait vous recherchez tout simplement en fait à apaiser votre enfant intérieur dans votre vie d'adulte, dans la relation que vous croyez être de l'amour, dans la relation que vous vivez en tant qu'adulte. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas d'estime de vous, c'est parce que déjà tout petit, on ne vous a pas nourri dans cette estime, on ne vous a pas fortifié dans cette estime, on ne vous a pas entraîné dans cette estime. Et donc, ce manque d'estime, d'accord, ce manque d'estime que vous n'aviez pas en tant qu'enfant, pas forcément dans les... Ce n'est pas juste par rapport à vos parents, ça peut être déjà un manque d'estime que vous avez vous-même, naturellement, mais comme il n'a pas été peut-être suffisamment guéri par vos parents, c'est pas forcément l'absence d'un père ou l'absence d'une mère ou l'absence des deux. Parfois, c'est juste l'enfant qui est comme ça, qui est naturellement... voilà. Mais comme les parents n'ont pas peut-être cerné ça, comme les parents n'ont pas peut-être suffisamment écouté, hein, comme les parents ont été un peu négligents, parce que déjà eux-mêmes, ils ont aussi grandi avec des modèles où leurs propres parents étaient négligents, hein, parce que évidemment tout est une chaîne, ça s'enchaîne. Hein, donc voilà, vous grandissez avec des carences affectives, des carences aussi d'un point de vue émotionnel, un peu psychologique. Et donc on ne vous a pas appris à grandir en sachant comment vous développer, comment vous aimer vous-même. Hein, notamment dans la culture africaine, hein, c'est ça que je remarque beaucoup. Parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu aussi en tant qu'enfant, on ne nous élève pas avec l'amour de nous-mêmes. On ne nous donne pas la conscience en tout cas de l'amour de nous-mêmes. Un exemple très simple, la culture du respect et de la soumission. Hein, la culture du respect de l'aîné. D'accord, la culture voilà, je me tais. Alors, c'est important de respecter ses aînés, c'est important de respecter ses parents, où il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas aux parents de permettre aussi à l'enfant de s'exprimer. Dans le respect, ça n'empêche pas aux parents de permettre aussi à l'enfant d'exprimer son mécontentement. Dans le respect, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que... Alors, je prends la culture africaine, mais dans toutes les cultures aussi, hein, même européennes, hein, il y a beaucoup de familles où, effectivement, on grandit dans le « tu te tais ». Même si tu as raison, tu te tais. Voilà. Même si le parent a fait quelque chose, c'est le parent, il a toujours raison. Et ça... On ne s'en rend compte que plus tard. Ne vous inquiétez pas, hein, nos parents aussi s'en rendent compte, mais c'est trop tard. Qu'effectivement, cette culture comme ça, cette éducation comme ça, de la soumission inconditionnelle, bah en fait, ça fait naître un manque d'estime. Parce qu'évidemment, quand tu as tort, tu te tais. Quand tu as raison, tu te tais aussi. Voilà. Voilà, et tu te tais. Et si t'es pas content, ben tu te tais. Voilà.
tu n'as pas à exprimer quoi que ce soit. Voilà. L'éducation aussi de la reconnaissance, être reconnaissant. Hein. Les parents qui sont là, oui, je vous nourris. Oui, je vous ai donné à manger. Oui, je vous ai donné un toit. Mais, hein, c'est normal. C'est le strict minimum. Ce n'est pas l'enfant qui a décidé de venir dans le monde. Donc c'est de ta responsabilité, vu que c'est toi qui as décidé de donner la vie. C'est normal. Je comprends pas. Ça voilà, cette culture comme ça, hein, de la reconnaissance inconditionnelle, ça fait naître, ça développe aussi chez les hommes comme chez les femmes. Hein. Voilà, un manque d'estime et une tendance, voilà, notamment chez les femmes en général, mais aussi chez les hommes, parfois un manque d'estime. Chez les hommes, ça va se manifester vu que comment dire, vu que la force, non pas la force, mais l'attitude d'un homme, elle est toujours dans l'action. Ça va forcer l'homme, notamment, à rechercher une validation extérieure, à ne jamais être aussi, voilà, content de ce qu'il est, à être honorable, d'accord, parce que il va toujours chercher à avoir. C'est ça qui explique aussi que certains hommes trompent, parce que en fait, ils ont tellement grandi avec un manque d'estime qu'en fait, le meilleur moyen pour eux de garder et de se prouver qu'ils ont une estime, c'est de chercher à plaire et de ne pas juste plaire à une seule personne et donc de continuer à plaire même à d'autres personnes. C'est ça qui explique l'une des raisons pourquoi les hommes trompent. Hein. Et comme il n'a pas grandi, c'est peut-être pas forcément la faute des parents, parce que comme je vous l'ai dit, les parents répètent ce avec quoi ils ont grandi. Et comme il n'a pas grandi avec des parents qui ont été éduqués déjà dans une estime d'eux-mêmes, et donc ils le répètent, ben voilà. Et notamment chez la femme, toute l'éducation féminine autour de pardonner, d'écouter, d'être une bonne femme, de savoir voilà, respecter, même quand elle n'est pas respectée, elle doit respecter quand même, parce que c'est une femme, de connaître sa place à la femme. Hein. Tout remonte et c'est notre travail en tant que coach, c'est notre travail en tant que voilà, et même dans les métiers qui sont certifiés et encadrés, la psychologie, la thérapie, c'est notre travail, d'accord? C'est de remonter en fait d'où vient la manifestation d'une personne, le comportement d'une personne, d'où est-ce que ça vient. Il y a plusieurs raisons, hein. Là je donne la raison principale. En général, tout vient de l'éducation, tout vient de comment est-ce que l'enfant s'est construit dès petit. C'est pas pour rien que la loi, mais aussi la religion accorde une forte place à la famille. C'est pas pour rien qu'on dit que la famille c'est importante. C'est pas juste important parce qu'il y a les liens de sang, non, c'est parce que c'est au sein de la famille que tout se construit et que tout commence. Les plus grands criminels, quand on éduque, quand on regarde leur généalogie, ça a commencé toujours dans la famille, la négligence des parents, Vous pouvez regarder les plus grands meurtriers, ça commence toujours par la famille. Et c'est pas pour rien que la famille occupe une place importante. Dans l'économie, la famille est importante. Dans la religion, c'est important. Dans l'éducation, c'est important. C'est pas pour rien que les éducateurs, que les professeurs, quand ils voient qu'un enfant
est intelligent, ils savent que c'est parce que dans la famille, il y a les facteurs nécessaires. Et quand un enfant est perturbé et perturbant, on cherche à voir qui? La famille. Donc tout trouve son origine dans la famille. Et évidemment dans le rôle que vous allez accepter d'occuper auprès d'une personne qui ne vous estime pas et qui ne vous estimera jamais. Parce que vous recherchez à prouver, à, à convaincre une personne qui s'apparente à une personne qui, dans votre enfance, déjà, vous a conditionné à ne pas vous estimer en vous niant, en vous refusant, en ne vous estimant pas. Donc vous répétez un lien traumatique, ce qu'on appelle en anglais trauma bond, un lien traumatique. Donc là, on a vu la situation du sex friend, d'accord. On peut le retrouver aussi dans la relation pansement. Hein. La relation pansement, vous êtes un remplaçant. Ça c'est... Hein, il n'y a pas besoin d'expliquer là. Hein. Vous êtes un remplaçant. Vous êtes un bouche-trou. En majesté en plus, en toute puissance. Parce que si vous écoutez bien la personne vous dit qu'elle sort d'une relation. La personne vous dit qu'elle vient de rompre récemment. Hein. Parce que, voilà, elle ne vous dit pas forcément qu'elle ne vous estime pas, mais comme je vous l'ai dit, elle vous montre que, voilà. Là, en tout cas, elle vous l'a dit. Elle vous l'a fait comprendre. Et en fait, voilà, dans la relation pansement, la personne qui est le bourreau, d'accord, donc la personne qui utilise l'autre, n'aime pas vraiment l'autre. Il peut apprécier, il peut être attiré physiquement, mais il n'y a pas de lien émotionnel. Il n'y a pas vraiment d'attachement émotionnel amoureux en tout cas. D'accord. Elle t'utilise parce que en fait tu pallies à sa solitude. Tu la confortes dans sa solitude parce que elle s'est, en général, c'est quand une personne s'est faite jeter. D'accord. La plupart du cas, c'est les hommes. Voilà. La plupart du cas, c'est pas dans tous les cas, mais en général, on remarque ça beaucoup chez les hommes qui aiment bien avoir, voilà, une relation pansement. Mais aussi, on peut aussi le remarquer chez les femmes. Voilà. On peut aussi le remarquer notamment chez la personne qui a aussi jeté la personne, qui se retrouve aussi peut-être un peu seule et qui veut trouver quelqu'un en attendant d'aller mieux, de faire le deuil de sa relation. Voilà, parce que évidemment, elle n'a toujours pas compris que la solitude n'est pas à être subie, elle doit être vue comme une solution pour se transformer, pour s'améliorer, pour faire une réflexion sur soi-même, pour trouver un autre moyen pour s'accompagner elle-même. Parce que la solitude ne doit pas être vue en fait comme une punition ou comme une situation où on doit se fuir. Non, c'est une situation où l'on doit se rencontrer. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes... Alors, être une personne âgée et être exclu parce que difficulté de se mouvoir, etc., c'est un fait. C'est une solitude, effectivement, qui peut être vécue difficilement. Mais quand on est plus ou moins valide, plus ou moins jeune, et fuir la solitude comme si, voilà, c'est un peu faire preuve de manque d'amour de soi aussi. Parce que quand on s'aime sainement, quand on s'aime vraiment, on ne se fuit pas à soi-même.
une personne qui se fuit, une personne qui n'aime pas se retrouver seule, une personne qui n'aime pas faire des choses seule. Excusez-moi de vous le dire si c'est votre cas, mais vous ne vous aimez pas suffisamment. Vous manquez d'amour-propre, vous manquez d'estime de vous. Parce que vous n'êtes pas votre propre ami. Vous vous fuyez à vous-même. Et oui. Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment, vous ne vous aimez pas, vous vous fuyez à vous-même. Voilà, vous trouvez comme étant un fardeau, vous vous trouvez comme étant, voilà. Comment y remédier? C'est tout simple. Comment y remédier? Il suffit de s'aimer, il suffit d'apprendre à s'aimer, il faut se parler, il faut confronter aussi ce qui nous fait peur en nous-mêmes. Il faut confronter ses défauts, il faut confronter peut-être son passé, il faut confronter aussi son mental. Le mental que vous avez n'est pas fait pour vous affliger. Le mental, il est là en fait pour vous permettre de trouver en vous-même les forces pour avancer, pour réussir, pour vous aimer. Si vous avez comme ça peur d'être confronté à vous-même par le mental, ce n'est pas en continuant de fuir votre mental que vous apprendrez à vous aimer, c'est en y faisant face. C'est en se disant ce qui ne va pas, c'est en confrontant aussi ses remords, en confrontant aussi ses peurs, et en se rendant compte en fait que ce ne sont que des pensées. Ce ne sont que des pensées, que des images qui n'ont pas force, d'accord, qui n'ont pas qui n'ont pas de force si vous ne le leur donnez pas. Quand je remarque une personne comme ça qui a peur de se retrouver par exemple seule, qui n'aime pas la solitude, c'est parce que dans sa tête ça travaille. Et elle pense qu'effectivement ce travail psychologique est un travail qui va l'anéantir. C'est un travail peut-être, alors que c'est juste un travail qui est en fait une guérison, qu'elle refuse. Et comme ça la met face à certaines vérités, à certaines choses de son passé, elle préfère les fuir. Alors que si elle acceptait de les affronter, non pas dans un combat où elle veut en fait gagner, mais en fait dans un combat où elle se met face à ses problèmes, elle se met face à ses traumas, elle se met face à ses souvenirs en se disant mais j'ai surpassé la solution, ça n'a pas plus de force que ça. Et même si j'ai été maltraité, même si j'ai subi des choses, même si peu importe ce qu'elle a, je suis gagnant, je suis gagnante, elle se rendrait compte en fait qu'elle est sa propre solution dans le fait en fait qu'elle ne revit plus dans la réalité ce qu'elle revit dans sa tête. Voilà. Il faut apprendre à se faire face. C'est le seul moyen pour ne plus se faire face, pour s'aimer, pour s'estimer et pour ne pas se retrouver dans une situation où vous êtes utilisé. Parce que implicitement, comme je vous l'ai dit, vous l'acceptez. Une autre situation où en fait vous êtes utilisé en fait comme un bouche-trou, c'est évidemment quand vous êtes dans une situationship, d'accord? Une situationship, c'est purement aussi là le cas du bouche-trou. Parce que en fait, l'autre ne vous dit pas textuellement, verbalement, que je t'utilise, mais il te fait comprendre par les mots et par certaines actions que voilà, il veut garder une espèce de flou,
Il te dit en fait qu'il n'est pas prêt, mais voilà. Et tu le vois, mais comme tu veux te prouver à toi-même que tu peux le changer, comme tu veux te prouver à toi-même que en fait c'est lui la bonne personne, d'accord? Tu décides de rester quand même. Et comme tu t'es attaché à cette personne, émotionnellement parlant, mais aussi physiquement parlant, parce que vous avez forcément couché ensemble, hein, voilà, bah, tu restes. Alors que cette personne en face, elle sait que tu n'es qu'une situation, tu n'es pas une définition, tu es une situation. Et donc, il te cultive effectivement dans un espoir, il te fait espérer que cette situation va évoluer, il te laisse croire parfois toi-même que cette situation va évoluer. Parfois, ils te disent rien, hein, mais il te laisse juste, voilà. Hein. Il entretient voilà, une situation un peu floue, etc. Et puis toi, vu que tu es obnubilé par tes propres sentiments, vu que tu es obnubilé aussi par ton ego, parce que tu refuses de voir et tu refuses de partir, hein, parce que tu penses que partir, c'est échouer, bah, tu restes dans cette situation, tu vois qu'on ne te traite pas correctement, mais tu veux garder cette place de bouche-trou parce que tu te convaincs qu'un jour, il va changer, il va ouvrir les yeux, et puis il va te considérer, et puis vous allez être mariés, et puis vous aurez des enfants, et puis vous serez heureux, et puis tu te diras, mais j'ai eu raison de rester, parce que c'était l'amour de ma vie. Alors que pas du tout, c'est pas l'amour de ta vie, dégage. Voilà, genre, ouvre les yeux et vois que tu es en train de perdre ton temps. Vois que tu es en train de perdre ton temps. Parfois aussi, dans une relation de couple, tu es utilisé comme un bouche-trou. Hein. Parfois, la personne te dit je t'aime, la personne te dit oui, je veux être en couple, la personne te dit oui, c'est avec toi que je veux être, mais en fait, non. Il dit ça juste pour te garder, il dit ça juste pour te faire rester. Et encore une fois, il ne te le dit pas forcément verbalement, mais au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure que vous apprenez à vous connaître, au fur et à mesure que les années parfois passent, tu te rends compte en fait que en fait, le mec, il dit que je suis sa copine, mais voilà, il est jamais vraiment dévoué, il ne fait jamais vraiment ce qu'il faut faire. Il n'y a pas vraiment de considération, il n'y a pas vraiment de cadeau, il n'investit pas vraiment en toi, il n'y a pas vraiment d'investissement aussi dans votre vie de couple. Hein. Parfois même, il précipite les choses, d'accord. Ou parfois, il les fait ralentir. Je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier. Meuf, ça fait 6 ans, t'es là, il n'y a toujours rien. Mais par contre, il va te marier. Mais ça fait 6 ans. Mais il va te marier, hein. Mais ça fait 6 ans que t'es là, il n'y a jamais rien eu. Vous êtes en couple, mais il te trompe. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, t'es la femme de ma vie, mais il te trompe. Et puis toi, tu pardonnes. Une fois, tu pardonnes 2 fois, 3 fois. D'accord. Ou tu découvres le poteau rose des années après. Parfois, ça fait 3 ans, tu es en couple, tu sais rien de ce que ton copain il a fait. Et puis un jour, tu découvres que... voilà. Hein, y a plusieurs situations comme ça, hein, où les personnes sont en couple et puis,
puis en fait, voilà. Parfois, toi-même, tu ne sais pas que tu es la remplaçante, ou parfois, tu ne sais pas que tu as un bouche-trou, mais c'est les autres qui le savent, parce qu'ils voient, ils ne sont pas impliqués. Ils voient dans les comportements de ton partenaire, ils voient parce que parfois le partenaire va les draguer. Cash, direct, il rigole pas. Il va draguer ta copine, il va draguer ton collègue, ta collègue, il va draguer ton frère, ta sœur, il va draguer ta mère parfois. Parce que c'est pas parce que vous n'avez peut-être pas vécu des choses que ça veut dire que certains scénarios n'existent pas. On a vu déjà des hommes sortir avec la mère, sortir avec la fille, et puis il va draguer la mère. Sortir avec la sœur, et il va draguer le frère. Sortir avec, on a vu des femmes parfois même, sortir avec le fils, et se taper le père. Mais oui, c'est pas parce que vous ne l'avez pas vécu que certains ne le vivent pas. Hein? Voilà. Donc, toi, tu le sais pas, mais en tout cas, lui, l'autre indirectement, qui te fait du mal, l'autre qui t'utilise, il le sait. Et il sait très bien ce qu'il fait. Ou elle sait très bien ce qu'elle fait. Parce que c'est pas que les hommes qui peuvent se comporter comme ça. Vous aussi, mesdames, parfois, certaines femmes en tout cas, ne se comportent pas comme il faudrait voilà, qui se comportent d'une manière un peu... Voilà. Une autre... et comme je vous l'ai dit, hein, c'est à tous les stades d'une relation. C'est pas juste que quand vous êtes en phase de flirt, voilà. Parfois, dans le mariage aussi. Parfois, dans le mariage, parfois tu es marié avec un homme et en fait, l'homme, il t'a marié parce qu'il n'a pas trouvé mieux. Ou il pense qu'il n'a pas trouvé mieux. Alors, il a tout fait correctement. Ou parfois, il a tout fait, mais avec des défauts. Parfois même, il t'a trompé avant. Parfois, hein, les couples qui disent oui, on a connu des moments difficiles et tout, bah c'est ça. Parfois, ton homme, il savait que t'étais pas... Donc, il te négligeait, il s'en foutait de toi. Hein. Il t'a ghosté plusieurs fois, il t'a trompé plusieurs fois. Hein. Et toi, tu appelles ça les épreuves du mariage. Ou même avant de vous marier. Hein. Le mec, il t'a négligé, il t'a laissé tomber, il t'a laissé parfois dans la pauvreté, tu as été avec lui, tu l'as construit. Hein. Il a été parfois très, 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 très sombre avec toi. Toi, tu es resté, tu t'es battu, tu t'es dit que comme c'était l'homme de ta vie, tu devais effectivement affronter les épreuves. Et vous vous êtes mariés. Et puis toi, tu te dis, c'est bon, je suis la bonne, je suis la certifiée. Mais ma belle, t'es pas vraiment la bonne, t'es pas vraiment la certifiée parce que personne d'autre n'a voulu ce que toi tu as voulu tolérer. Personne d'autre n'a voulu accepter ce que toi tu t'es forcé et tu t'es conditionné par ton manque d'estime à accepter et à tolérer. Nuance. C'est pour ça que beaucoup de femmes, elles se rendent compte parfois qu'elles sont mariées avec des hommes qui en réalité ne les aiment pas. Oh oui, beaucoup de femmes sont mariées avec des hommes qui ne les aiment pas. Et elles prennent effectivement ce manque d'amour pour de la virilité. Il est dur, mais c'est ça un homme. Et puis elles sont toutes excitées. C'est ça, moi je veux un homme qui est un homme, quoi. Le mec, il t'aime pas. Le mec, il t'aime pas. Et puis toi, tu prends ça pour de la virilité. Le mec, il ne t'aime pas. Et puis toi, tu prends ça pour... c'est ça les hommes. Le mec, il t'aime pas, il va te tromper. Tu dis, c'est ça le mariage. Ou le mec, avant de te marier, et même pendant le mariage, il te fait voir des choses. Il n'est jamais investi, il n'est jamais impliqué, il s'en fiche. Il néglige l'éducation de vos enfants. Il néglige la bonne tenue des comptes.
il néglige la bonne tenue de la maison. Hein. Il rentre à la maison, il fait... Enfin, vous connaissez les schémas. Et puis toi, tu te dis, il est compliqué, mais c'est ça le mariage. Il t'aime pas, ma belle. Il t'utilise. Il veut juste être avec quelqu'un. Mais comme toutes celles qu'il veut ont dit non parce qu'elles ont été plus vigilantes que toi, tu te dis qu'il m'a marié, donc c'est le bon, donc je dois tout accepter et tout supporter. Hein. Surtout dans certaines cultures, là où effectivement, pour cette culture, le mariage doit être vécu dans la difficulté, dans les épreuves, dans la souffrance, hein, dans la maltraitance, dans la négligence et surtout dans la pauvreté. Hein. Parce que évidemment que si j'ai pris cette chaise, d'accord, c'est cette chaise-là que vous voyez là, si je l'ai prise, c'est pas juste pour... voilà, cette chaise que j'ai prise, elle illustre là aussi la condition et la situation psychologique, émotionnelle et surtout matérielle dans laquelle vous êtes. Parce qu'évidemment, une personne qui t'utilise comme un bouche-trou, il ne te traite pas comme il traiterait la personne qu'il estime. Donc il va te faire vivre. Vous voyez, voilà, pauvreté, les difficultés. Parce qu'il s'en fiche en fait. Quand on s'en fiche d'une personne, on ne la traite pas avec respect, on ne la traite pas avec considération, on ne la traite pas avec estime. Quand on aime une personne, on se bat pour elle, on fait le nécessaire pour elle, on fait le nécessaire pour que cette personne est à l'aise. On fait le nécessaire pour que cette personne ne manque de rien, ou en tout cas ait au moins le strict minimum. Et surtout, les actions et les paroles se concordent. Mais quand tu es une placeholder, tu vis dans un foyer lugubre. Tu connais des difficultés. Et puis ton partenaire, il s'en fiche. Parce qu'il t'aime pas. Parce que t'es un bouche-trou. T'es une bouche-trou. Parce qu'en fait, il a trouvé, excusez-moi de le dire, mais parfois il faut peut-être être un peu violent avec les mots, il a trouvé la cancre, hein, qui manque d'estime et voilà, qui veut tellement vivre l'amour avec un grand A qu'en fait, elle a oublié en fait que l'amour avec un grand A, ça se vit avec une personne qui t'aime dans les mots, mais aussi dans les actions, et qui ne te fait pas souffrir. Sauf qu'évidemment, toi, tu restes avec un homme qui t'aime pas, parce que toi, tu l'aimes, mais lui, il t'aime pas, en fait. À quoi ça sert d'aimer un homme, d'aimer une femme qui ne t'aime pas? À quoi ça sert? À vivre ça? Désolé. Désolé. Si c'est la réalité pour certains, il va falloir se sortir de cette réalité. Hein. N'oubliez pas que une réalité, ça se change. Une réalité, ça se transforme. Surtout quand on est dans une situation où on n'est pas à l'aise, où on n'est pas estimé, où on n'est pas traité avec considération, où on n'est pas dans un cadre de vie où on est heureuse et épanouie, ça se change, une réalité. Parce que ce que je remarque aussi chez beaucoup de ces personnes, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, elles choisissent, elles maintiennent, hein, elles s'aliènent dans un état de désespoir et elles pensent que c'est en se battant et en se plaignant que ça va changer. Ma belle, faut partir. Ma belle, faut partir. Ma belle, faut t'en aller. Pourquoi tu restes? Tu t'es battu 1, 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, t'es là, tu souffres, tu te plains, tous les jours tu vas à l'église, tous les jours tu vas à la mosquée, tous les jours tu vas voir la psychologue, tous les jours tu vas te plaindre chez ta pote, chez ton ami. Alors que ta solution, c'est à toi de la prendre. Et la solution, c'est de partir. Ta solution, c'est de reconnaître que tu ne vas pas rester dans une relation où tu n'es pas traité à ta juste valeur et que tu mérites d'être traité à ta juste valeur.
et que ce traitement que tu demandes, parce que tu te plains, c'est d'abord à toi-même, de te la donner à toi-même, donc en partant. Donc, les mariages où l'homme ne vous estime pas, où l'homme parfois, dans les cas les plus extrêmes, il commence par vous, hein, commence à vous utiliser comme si vous étiez un punching ball, là. Il est en train de donner des coups, hein, parce que c'est ça aussi. Il t'aime pas, tu l'énerves. Ou lui, aussi parfois, il a grandi dans un foyer où papa faisait la même chose. Donc il a développé aussi une forme de misogynie. Hein? Et puis toi, tu te dis, bon, bah c'est pas grave. Il t'aime pas en vrai. Même s'il t'aimait, c'est pas un amour qui est sain parce qu'il a grandi dans un exemple qui était malsain. Donc pour lui, en fait, c'est normal, mais ce n'est pas normal. Donc pourquoi tu restes là dans une relation où tu es utilisé en fait comme un bouche-trou, en fait? Parce que normalement, ce type d'hommes, ce sont des hommes qui doivent rester normalement célibataires. Ils ne doivent pas être avec quelqu'un. Parce qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont vu petit. De quoi vous parlez? C'est écrit au-dessus de ma tête. De quoi est-ce que je parle? C'est écrit au-dessus de ma tête. Et comme je ne vais pas me répéter, bah, tu pourras toujours aller voir sur YouTube quand cette vidéo sera sortie pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Je sais pas, hein, voilà. Mais, mais en tout cas, si c'est ton cas, si c'est ta réalité, sache qu'il est de ton devoir, d'accord? Indépendamment du fait que tu dois prendre soin de toi, indépendamment du fait que tu dois être... Il est de ton devoir, en fait, de te sortir d'une situation dans laquelle tu ne trouves pas ton compte. Il est de ton devoir, parfois, quand tu es marié aussi, de prendre la décision. Hein? Qu'est-ce que je mérite? Parce que des fois, souvent, il y a les enfants qui sont impliqués là-dedans. Les enfants qui écoutent, qui entendent des choses parfois horribles qui se passent. Parce que papa n'aime pas maman. Parce que papa utilise maman. Et comme souvent, maman exige des choses à un homme qui ne l'estime pas, bah papa il s'énerve. Et puis bah, parfois ça va dans les catastrophes. Tout ça pour dire en tout cas que cette situation, on la retrouve dans tous les niveaux et dans tous les grades du couple. Et n'oubliez pas en fait que c'est une situation, comme je vous l'ai dit, où l'homme ne vous dit pas textuellement. Parce que, et c'est là où j'apporte de la nuance. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup de gens qui sont de mauvaise foi. Voilà. Les grandes... Hein. Parce que souvent, je tombe aussi sur... Souvent, je tombe sur des femmes qui viennent me voir en coaching. Et puis, la mauvaise foi incarnée, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu te dis, mais... Souvent, je suis devant des femmes qui me disent... oui, alors mon homme... elle les appelle mon homme, hein. Voilà, parce que c'est... voilà, possession, quoi. Mon homme, il m'a dit au début qu'il ne recherchait rien de sérieux. Il m'a dit que voilà, on pouvait juste rester amis. Du coup, moi, j'ai accepté quand même, en espérant que voilà, il allait changer, qu'il allait, voilà,
qu'il allait vraiment m'aimer, parce que moi au début je l'aimais, je me suis dit qu'il allait peut-être, voilà, que c'était juste une décision de maintenant, mais qu'il allait vraiment m'aimer, mais voilà, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on est là, ça change pas, il s'investit pas. Des fois je leur dis, mais tu te rends pas compte en fait que tu te contredis dans ce que tu dis. Tu veux qu'un homme t'aime, tu veux qu'un homme te considère comme sa copine, comme sa potentielle femme, alors qu'au début, il t'a dit qu'il ne te voyait pas comme ça. Dans les situations où un homme vous dit clairement qu'il ne veut pas s'investir, qu'il ne s'investira pas, pourquoi tu veux changer? Ça, c'est un truc qui a don de m'énerver. Parce que, ok, des fois, nous les hommes, on ne dit pas les choses, on utilise, oui, on manipule, oui, d'accord, oui, oui. Mais quand vous aussi, mesdames, vous tombez devant un homme qui vous dit « je ne veux pas être avec toi, je ne suis pas amoureux de toi », quand l'homme il vous le dit et qu'il vous propose quelque chose où il te fait comprendre noir sur blanc, excusez-moi du terme, mais qu'il va juste utiliser ton corps pour assouvir ses besoins et que toi tu acceptes en âme et conscience que tu vas te faire utiliser, pourquoi, dans quel univers, dans quel système cosmique tu oses espérer que ça va changer, tu te convaincs que ça va changer, et puis tu restes, et puis tu assumes, et puis tu... C'est quoi ça? Moi, quand je me retrouve devant les femmes comme ça, je dis est-ce que je peux te parler clairement? Est-ce que je peux te parler avec honnêteté? Quand elles me disent oui, là, je dis, mais tu es bête. Ah oui, tu es bête. La logique qu'on t'a appris à l'école, elle te sert à rien. Les diplômes que tu as eus à l'école, ils te servent à rien. Même si tu n'es pas allé à l'école, même si tu n'as pas eu de diplôme, l'intelligence là qui te permet parfois de réfléchir, elle te sert à quoi? Le discernement là que Dieu t'a donné là, la nature t'a donné là, la conscience de ta conscience, comme disent les grands philosophes, René Descartes et tout, la conscience Blaise Pascal, la conscience de la conscience, ça te sert à quoi? Tu vas où tous les matins? Quand tu es au travail et que tu arrives à organiser, à prévoir, à stabiliser, à confronter, hein, à avoir un comportement professionnel, c'est que tu as le discernement, tu sais voir, analyser. Donc, comment ça se fait que dans ta relation, qui est purement une relation de couchage, tu oses espérer en fait que ça va évoluer, alors que le mec, il te l'a dit et il te le montre en plus, hein, qu'il est juste là pour se vider, il est juste là pour s'apaiser, il est juste là pour s'entretenir, entretenir sa masculinité, et c'est tout. Mais toi, tu dis non, mais il est là quand même. Il t'a dit clairement, il t'a dit à haute et intelligible voix qu'il va jamais. Et toi, tu espères, et toi, voilà. Hein. Dans ce genre de situation, c'est pas la faute, c'est encore moins la faute du méchant. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Le mec, il te dit clairement que je ne recherche rien de sérieux avec toi, mais si tu veux, on peut passer du temps ensemble, on peut se voir. Tu es tellement contente du fait qu'il t'a dit que vous pouvez passer du temps ensemble, qu'en fait, tu oublies que il va juste... et puis, c'est tout. Tu te dis que non, mais à force, il va finir par tomber amoureuse. Mais après, c'est vous qu'on vient voir se plaindre. C'est vous qu'on voit pleurer souvent dans la rue. C'est vous après qui pétez des câbles. Hein?
C'est vous qu'on voit en train de dire, oui, les hommes sont tous pareils. Hein? Les hommes, c'est que des... Hein? S-A-L-O-P. Ils sont tous pareils. Non, non. Ils sont pas tous pareils. Non, non. Parce que tu fais preuve de mauvaise foi. Tu fais preuve d'hypocrisie envers toi-même. Tu fais preuve, en fait, de forcing aussi. Si tu veux me poser une question, Colana, tu peux l'écrire et je te répondrai. Si je la vois. Non, je plaisante. Mais pose ta question. Mais il faut arrêter aussi toutes ces... Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, il m'a utilisé pendant toutes ces années, oui, il a profité de moi. Le mec, il t'a dit en fait clairement qu'au début, et des fois même l'homme, il vous le répète, fais attention, ne t'attache pas, moi je suis pas là. Toi t'es là, non mais t'inquiète, tu fais genre. Et puis c'est vous qu'on voit 2-3 heures plus tard en train de dire oui, il m'a utilisé pendant toutes ces années. Ou c'est vous 5-6 ans après, oui, moi c'est fini avec lui. Hein, j'ai donné 6 ans de ma vie. Mais tu as consenti à ce qu'il voulait. Tu as consenti. Tu as consenti, hein. Donc c'est juste ta mauvaise foi. T'es tombée amoureuse. Ça, c'est normal. Tu t'es allongé sous le monsieur là. Tu as ouvert tes jambes sous le monsieur là. Tu as aimé ce qu'il t'a fait. Tu es tombée amoureuse, tu as kiffé. Mais plutôt que de te dire que, même si je suis amoureuse, ce n'est pas une personne qui est bonne pour moi parce que il m'a dit ouvertement, il a été honnête. Donc, je dois faire le deuil. Je dois me séparer de cet homme. Je dois faire face aussi à mes responsabilités et aller trouver une personne qui va vraiment me respecter et m'aimer. Non. Ton ego, ta fierté fait que tu veux prouver. Et après, tu es là, oui, plus jamais, plus jamais. Mais plus jamais quoi? Plus jamais quoi? Plus jamais sois bête, oui. Plus jamais arrête de forcer. Plus jamais arrête de te voiler la face. Plus jamais, oui, ça. Mais plus jamais les hommes... Qui t'a envoyé? Personne. C'est toi-même qui... c'est toi-même qui est parti te faire des films. C'est toi-même qui est parti investir de l'argent dans un homme qui t'a utilisé. C'est toi-même. C'est pas lui. Lui, il t'a dit clairement. C'est pour ça que dans ce cadre-là, c'est de ta faute. C'est de ta faute à toi. Tu t'es imaginé des choses toute seule. Toute seule. Le mec, il t'a dit clairement, je veux pas, je ne suis pas intéressé par toi. C'est un homme. Bien sûr que si tu es plus ou moins présentable, tu es plus ou moins jolie, même si tu es très très belle, mais si pour lui, t'es pas celle qu'il recherche, même si, voilà, tu es jolie, tu ressembles pas à un clown, voilà. Bien sûr qu'il aura envie d'être entre tes jambes. Bien sûr qu'il aura envie. T'es pas, voilà. Bien sûr qu'il aura envie. Mais c'est pas parce qu'il a envie que ça veut forcément dire qu'il va se dire en fait, ça fait 4-5 fois qu'on est ensemble, c'est bon, en fait, je vais me transformer, je me suis rendu compte que t'es la femme de ma vie. Non, non, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va jamais se passer comme ça. Ça peut arriver que souvent un homme, même si au début il te dit qu'il ne veut rien de sérieux, il change d'avis. Mais c'est une exception. Et c'est ça peut-être qui fait que vous pensez que ça va arriver. Une exception, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. Une exception, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps. C'est pour ça que c'est une exception. Ça arrive rarement, voire jamais. Parce que ce n'est pas fait pour arriver tout le temps. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'effectivement, comme peut-être on leur a raconté que oui, comme ils ont peut-être entendu des témoignages de certaines copines, oui, moi, mon mec, au début, on n'était pas fait pour être ensemble, mais et puis on te voit comme ça en train de commencer à te faire un film, tu fantasmes,
Tu es là en train de te dire, ah, mais ça veut dire qu'en fait, si elle, elle a réussi, ou si lui, il a changé d'avis, ça veut dire que aussi celui avec qui je suis, il peut changer d'avis. Foutaise, ma belle, foutaise. Foutaise, t'es en train de t'aliéner, comme je l'ai dit. T'es en train de choisir ta propre prison. Sois contente pour l'autre. Sois consciente qu'évidemment, des exceptions peuvent arriver. Mais sois consciente que ce n'est qu'une exception. Ce n'est pas une certitude. Donc la place de bouche-trou que tu utilises, la place de bouche-trou que tu occupes plutôt, la place de remplaçante que tu as et que tu as choisi d'avoir, c'est une place qui te sera attribuée à la personne à qui tu as accepté. C'est une place qui te sera donnée et que tu garderas pour la personne qui te l'a donnée. S'il décide de changer d'avis, tant mieux, mais ce n'est pas une certitude, c'est une exception. Donc arrêtez-moi aussi parfois, mesdames, et aussi messieurs, pour les messieurs, arrêtez-moi de ces fantasmes-là. Vous n'êtes pas dans une série, vous n'êtes pas dans un film romantique. Vous êtes dans le film de votre propre vie. Et donc vous devez vous prendre au sérieux et arrêter d'être là à faire des fantasmes. Aussi douloureux soit-il, arrêtez de vous faire des fantasmes. Arrêtez de vous faire des films là, à penser que parce que vous l'aimez, il va se transformer. Il ne va pas se transformer. Et dans les cas où effectivement l'homme ne vous l'a pas dit, et dans les cas où l'homme ne vous a pas dit textuellement, parce qu'on ne va pas dire à une personne, ce n'est pas poli, ce n'est pas aussi, quand on réfléchit dans la psychologie noire, d'accord, dans la psychologie noire en termes de psychologie, de manipulation et de contrôle de soi et de contrôle des autres, on ne va pas dire à quelqu'un que je t'utilise. On ne va pas dire à quelqu'un ouvertement que je te déteste. Dans la psychologie noire, tout est insinué. Donc on va insinuer à la personne qu'effectivement, je t'utilise. Je ne t'estime pas. Tu n'es pas la personne pour moi. On va l'insinuer par les actions. On va l'insinuer par le manque d'attention, par le manque de considération. On ne va pas le lui dire. C'est à la personne de voir les signes. C'est à toi de voir les signes. C'est à toi de détecter le danger du rôle qu'on veut t'attribuer et que tu te dois de refuser. Ce n'est pas à l'autre d'être ton sauveur. Qu'est-ce qu'il en a, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre de savoir si tu as compris ou pas? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est te ken, c'est t'utiliser. Il en a rien à foutre de savoir si ça va te faire du mal ou pas. Il s'en lave les mains. C'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois disponible quand il est disponible. Quand il est seul, tu dois être là. Il n'en a rien à taper de savoir si ça te fait du bien ou ça te plaît ou si c'est respectueux envers toi. T'es son bouche-trou, en fait. T'es pas là. Voilà. T'es son bouche-trou, t'es sa poupée gonflable, si tu veux. Donc c'est pas du tout son problème de savoir si ça en a rien à taper l'autre. Excusez-moi, mais voilà. Donc c'est de votre responsabilité. Et si vous vous souvenez ce que je vous ai dit en début de ce live, c'est de votre responsabilité. Vous avez accepté une place qui quelque part qui ne vous satisfait pas. C'est de votre responsabilité. C'est dans votre intuition que vous devez effectivement déceler la vérité. C'est avec votre intuition, c'est avec votre discernement, c'est aussi avec votre estime de vous-même.
Parce que vous allez forcément sentir qu'une personne est en train de vous utiliser comme un bouche-trou. Et si vous avez, et c'est pour ça que je l'ai dit en début de live, donc écoutez-moi quand je vous parle, si vous n'avez pas une estime de vous qui sera suffisamment haute pour pallier à cette situation, ben, vous allez partir. Mais si vous... qu'est-ce que j'ai dit? Mais si vous avez une estime de vous qui est suffisamment haute, vous allez partir. Vous allez voir les signes. Et malheureusement, si vous n'avez pas une estime de vous, bah, vous allez rester, vous allez accepter, vous allez espérer, comme je l'ai dit parfois. Hein. Surtout si en plus l'autre il vous dit que je t'utilise, vous allez dire non, mais tu vas aussi m'aimer. Donc écoutez bien, analysez bien, utilisez votre discernement, utilisez votre intuition et faites-vous confiance. Et surtout, par pitié, là, aimez-vous. Apprenez à vous aimer. C'est affligeant de voir... Encore, vous allez m'excuser, hein, mais encore une petite jeune. Encore une petite fille, encore un petit garçon. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Mais des fois, je vois des mamas, 40, 50 ans, elles sont là, à souffrir pour des vieux mecs. Encore, t'es dans ta vingtaine, tu arrives à la trentaine. On se dit, bon, la petite là, elle est encore innocente. T'as 32, t'as 34, t'as 36, t'as 42, t'as 45, t'as 46, t'as 50. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Il m'aime pas, je crois. Tu t'as pas compris après toutes ces années? Excusez-moi, hein, excusez-moi. Moi, je me suis toujours dit, il y a des erreurs. Après, tout dépend. On juge un peu. Mais moi, je me suis toujours dit, les erreurs de ma... Les erreurs... Il y a quelqu'un qui a dit, t'es en train de nommer des pointures. Ah ben, on nomme. Il faut éveiller les consciences. Et éveiller les consciences, ça passe forcément par des mots, par des phrases qui sont parfois un peu difficiles à entendre, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a des erreurs, il faut faire, oui. Mais il y a des erreurs, il faut faire quand on est jeune. Il y a des erreurs, il faut faire quand on a 25, 26, 27, 28 ans, 29 ans. Mais moi, je me suis toujours dit, à partir de 30 ans, là, à partir de 30 ans, ça suffit les bêtises. À partir de 30 ans, j'arrête d'accepter tout et n'importe quoi. À partir de 30 ans, j'ouvre les yeux. À partir de 30 ans, je fais le ménage dans mes relations, dans mes fréquentations, dans mes trucs. Il y a des endroits, je n'y vais plus. Il y a des personnes, je ne les fréquente plus. Il y a des dynamiques que je n'alimente plus. Mais autant en amitié, autant dans les relations professionnelles, il y a des postes, il y a des jobs que je ne me vois plus faire. Et c'est la même chose en amour. Il y a des dynamiques que je ne peux plus accepter. Il y a des personnes, il y a des types de personnes que je ne peux plus fréquenter. Il y a des relations que je ne vais plus accepter. Avec mon grand âge de 32 ans, je ne vais pas être là à être dans une relation avec une personne qui m'utilise comme un placeholder, comme un encas. Je ne suis pas un encas, moi. Je suis pas un bouche-trou. Les seules relations peut-être un peu de gamin que je peux accepter, c'est sex friend. Mais je sais que sex friend, là, un jour ça va terminer, un jour je vais me barrer, un jour je vais aller ailleurs, un jour je vais être avec une personne qui va m'estimer. Mais je ne suis pas là en train d'essayer de me convaincre, en train de rester, et puis je vais me plaindre, il m'aime pas. Parce que des fois quand je suis coach, je vois des mamas, elles arrivent. Et mon fils, il faut qu'on parle. Mon fils, juste ton fils. Mon fils de quoi? Et mon fils,
Eh mon fils, t'as pas honte à ton grand âge là? Excusez-moi, hein, excusez-moi, mais à ton grand âge là, t'es encore dedans? Ça fait 20 ans que je suis marié, j'ai souffert, il m'aime pas. Je dis, mais maman, faut partir? Vu qu'apparemment je suis ton fils, maman, faut partir? Eh maman, faut partir? Non, mais le mariage, dit maman, faut partir. Et tu es sûr, donc tu viens me demander de l'aide? Tu viens m'expliquer ta situation? Je te dis qu'il faut que tu partes, tu doutes encore. Ah oui. Non, mais tu comprends pas, mais dans la culture africaine, je dis moi aussi je suis africain, mais je vais pas accepter les conneries. Moi aussi je suis africain, hein? Oui. Mais les conneries là, pardon. Mais les gens, ils vont dire quoi? Je dis, toi, donc toi, on t'a mis au monde. Tu es avancé dans ton grand âge. Tu as 32, 33, 34, 40, 50. Hein, pour le regard des gens. Ta stabilité personnelle, ta stabilité émotionnelle, on s'en fout. Mais le regard des gens, ça, oui, c'est important. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens qui sont comme ça, hein, peu importe. Malgré leur âge, malgré les expériences de la vie, il n'y a pas eu de maturité. C'est pour ça que vous allez remarquer que c'est pour ça qu'on dit qu'en général, les personnes âgées, elles en ont rien à foutre du regard des gens. Tu es censé avoir acquéri la maturité, l'indépendance pour arriver à ne plus être dans une recherche de validation extérieure. Et quand je vois certaines personnes, quand je vois certains adultes, quand je vois certaines personnes qui sont plus âgées que moi, qui sont encore là à penser les autres, mais le regard des gens, mais j'arrive pas à choisir ce qu'il y a de mieux pour moi, je dis mais toi tu as vécu ta vie en tout cas à servir, hein. Tu as vécu ta vie dans la servitude, hein. Tout le monde t'a utilisé, tout le monde t'est passé dessus, tout le monde t'a... Hein. Même en amour aussi, on t'utilise, on te prend comme un bouche-trou, on te prend... Et puis toi, tu es là, tu dis oui, tu dis amen, alléluia. J'ai quelqu'un dans ma vie. Tu as personne dans ta vie, ma belle. Et ce n'est pas à 40 ans, ce n'est pas à 50 ans qu'il faut se rendre compte de ça. C'est maintenant. C'est pas plus tard. C'est pas quand tu auras été déçu par ton énième homme ou par ton énième femme qu'il va falloir te dire c'est bon, j'ai compris, c'est maintenant qu'il faut comprendre. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. Et il y a beaucoup de personnes pour qui c'est trop tard. Pour beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, hein, elles arrivent à 42, 46, 50 ans, toute leur vie, elles ont passé avec des personnes qui les ont utilisées. Elles ont passé toute leur vie avec un homme qui les a utilisées. Pardon. Et c'est triste. Et le pire, c'est que souvent, ces femmes-là ne se sont même pas rendues compte. Et le pire, souvent, c'est que même elles s'en rendent compte, elles choisissent de rester dedans. Parce qu'elles ont peur. Le regard des gens, la communauté. Le mariage, c'est qu'une fois. Le mariage... Mais t'es pas obligé de penser au mariage, ma belle. Tu dois déjà penser déjà à toi, à ta stabilité mentale, à ton estime de toi, à ton amour-propre. Tu dois gagner ta propre indépendance, tu dois gagner ta propre stabilité. Tu dois être fier quand tu te regardes dans un miroir. Donc je ne pense pas que tous les matins, quand tu vas laver tes dents, quand tu vas te faire belle, là, hein, tu es fier, ou tu te dis, ah, j'ai connu des choses difficiles, mais j'ai réussi à m'en sortir. Ah, ça n'a pas été facile ma vie, mais maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais. Parce que souvent, c'est ça quand je vous dis qu'il faut pratiquer l'amour de soi, c'est se regarder dans le miroir et se dire, ouais, oui, je suis fier, oui, j'ai connu des choses difficiles, mais j'ai surmonté, oui. Avant, j'étais pas aussi peut-être
fière de moi, mais maintenant oui. Parfois, certaines femmes, vous les voyez, elles sont belles, elles sont magnifiques, mais aucune estime d'elles, aucun sens d'amour-propre. Elles acceptent excusez-moi, mais elles acceptent des conneries. Elles acceptent de se faire maltraiter, de ne pas se faire considérer. Tout le monde voit que ton homme, il t'utilise. Tout le monde, c'est là, ça va, oui, ça va, oui. Tout le monde te voit, tout le monde se dit, mais la pauvre, elle est conne ou elle fait exprès? Tout le monde fait, ça va. Toi, tu fais, oui, ça va. Oui, ça va. Tout le monde, parfois même, certaines ont pitié de toi. Elles n'osent pas te le dire parce qu'elles savent que si elles commencent à parler, ça va éveiller, ça va réveiller des... Elles disent, mais quand est-ce qu'elle va ouvrir les yeux celle-là? 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 Quand est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Eh Seigneur, quand est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Eh Allah, quand est-ce qu'elle va, quand est-ce qu'elle va ouvrir les yeux? Si tu ne pratiques pas effectivement ton éveil personnel, c'est personne qui va le faire à ta place. Si tu ne pratiques pas ton estime personnelle, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Si tu n'as pas suffisamment de chance, tu tomberas sur des personnes qui vont voir effectivement que tu manques d'estime et qui vont t'utiliser. Si tu tombes sur une personne qui a un minimum d'humanité, qui a un minimum d'amour propre aussi, qui a un minimum de considération et d'empathie, il va profiter, mais après il va te dire, écoute, c'est bon, on arrête. Mais si tu tombes sur la majorité de ces gens-là, il va t'utiliser, te presser jusqu'à la moelle, et ce sera de ta faute, puisque tu l'as laissé faire. Donc faites attention à vous. Faites attention à la manière à laquelle on vous traite. Faites attention aussi à votre propre mental, parce que certains, il y a beaucoup de travail. Il n'y a pas de honte, hein. Il n'y a pas de honte à être honnête envers soi-même en se disant je manque je manque d'estime, je manque d'amour, il n'y a pas de honte. La plus grande honte, c'est de ne pas avoir été suffisamment honnête pour le reconnaître et pour faire le travail. La plus grande honte, c'est d'être conscient de manquer d'estime et de continuer à entretenir des relations et des dynamiques où tu acceptes consciemment et inconsciemment cette position. Il n'y a pas de honte à être une victime. La plus grande honte, c'est de rester et de choisir et de mourir. Parce qu'il il y a des femmes, elles meurent dans ça. Elles meurent dans dans tout ce que j'ai dit là. Elles meurent. Elles marchent, elles sont comme ça un jour, elles tombent, elles meurent, mortes, bêtement. Si c'est ta place, si c'est ça ta vie, si c'est ça ta vie, ok, bon courage. Si c'est ça ta vie, bon courage. Tu seras souvenu, tu seras vu comme la femme qu'on a utilisée, comme la femme à qui on a manqué de respect, comme la femme qu'on a trompée, qu'on a maltraitée, qu'on a jetée. Si ta vie c'est ça, vas-y, parce qu'on est tous nés avec le libre arbitre, on est tous nés avec la capacité, la conscience de choisir ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc si toi ta vie, c'est ça, c'est souffrir, ne pas être considéré, être utilisé, en tout cas, moi, mon travail, il est fait. Moi, mon travail, il est fait où je te dis que ton choix de vie, là, fais attention. Mais si tu te rends compte qu'effectivement, tu as passé peut-être trop de temps, trop d'années, à ne pas être suffisamment vigilante, à ne pas être suffisamment réactive dans la personne qui est en face de toi et dans la dynamique que vous nourrissez,
il est peut-être temps pour toi de changer. Et il est de ton devoir de changer. Il en va de ta vie, hein. Il en va de ton porte-monnaie aussi. Il en va de l'exemple aussi parfois que tu vas donner et que tu donnes aux plus jeunes, à la jeune génération. Parce que la jeune génération, elle ne fait que copier, elle ne fait que reproduire ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, et ce dans quoi on l'élève. Et élever un enfant, ce n'est pas juste élever ton enfant, c'est aussi élever l'enfant d'un autre par rapport à l'exemple que tu lui donnes dans tes actions, dans tes actes, dans ta manière de te comporter, dans l'importance que tu te donnes. Parce que si tu montres à l'enfant de l'autre que tu n'es pas respectable et que tu n'es pas respecté, c'est quel exemple? Si encore les parents disent, tu vois, Tata, comment elle se comporte, l'exemple, l'éducation est sauvée parce que malheureusement, tu es utilisé comme un mauvais exemple. Mais si l'autre enfant aussi, il grandit, il n'a pas, voilà, et il te voit te faire maltraiter, et puis toi, tu es là, on est dans quoi là? On est dans... Donc voilà, c'était mon sujet du jour. J'espère en tout cas que vous avez compris. J'espère aussi que vous aiderez d'autres personnes à comprendre. Parce que ce n'est pas juste le fait de comprendre pour soi, comme je l'ai dit, il faut aussi comprendre et l'expliquer pour l'autre. Ou quand l'opportunité de faire attention vous sera donnée pour le donner en conseil, il faut aussi que vous le répétiez et que vous tiriez la sonnette d'alarme quand vous voyez la collègue, la sœur, le frère, le cousin, la voisine entretenir les mêmes schémas toxiques et négatifs. Faites attention à vous et je vous dis à très bientôt et bon week-end.